Mon nom est Bill Roper et je suis vice-président et producteur à Blizzard Entertainment et je travaille très dur actuellement à la finition de Warcraft 3. Porte-parole de Blizzard, Bill Roper est de tous les événements presse. Mais ses talents ne se limitent pas à la communication. Il a en effet managé quelques-uns des plus gros succès de Blizzard, tels que Diablo ou encore StarCraft. Producteur, son job consiste à manager les équipes et leur coordination en interne. Nous avons passé énormément de temps sur l'univers de Warcraft. Lorsque nous avons commencé en 94, nous avions simplement des orques et des humains qui allaient s'affronter et quelques petits suppléments comme des gobelins, des gnomes ainsi que d'autres idées. Mais même alors, nous souhaitions créer une tapisserie immensément riche, un monde entier dans lequel nous pourrions plonger notre jeu. Je pense que c'est une décision qui rend le jeu meilleur, plus fort, et ça facilite beaucoup la création au sein de ce monde. Et paf! Du coup, on se retrouve avec 4 races majeures. Les humains, les morts-vivants, les orques, toujours, et les elfes. Ces différents camps collaborent avec d'autres races comme les nains, les taurennes, des minotaures en fait, et des gobelins. Il est également possible d'engager des mercenaires, des unités aussi puissantes que disparates, et les morts-vivants s'avèrent capables d'invoquer des créatures infernales issues d'un autre monde. Certains héros peuvent aussi invoquer des familiers, et les elfes utilisent la magie pour donner vie aux arbres et se transformer en différents animaux. Une vraie ménagerie. Le tout restant incroyablement cohérent. Quel étrange cauchemar! Ce n'était pas un cauchemar, jeune chef. C'était une vision. Suivez-moi, et je vous révélerai ce que vous réserve le futur. Passer du scénario de Warcraft 2 et de son extension à Warcraft 3, en tenant compte à la fois des aspects gameplay et de l'histoire, est une tâche très difficile. En fait, nous avions écrit une histoire qui se tenait très bien, que nous comptions utiliser dans un jeu d'aventure. Et lorsque nous avons abandonné ce projet, on a décidé d'en conserver l'histoire parce qu'elle proposait un lien vraiment sympa entre Warcraft 2 et la direction qu'on souhaitait donner à son univers afin de le développer. Le jeu d'aventure en question avait même été présenté à la presse à l'époque. Puis, soudainement, tout avait été arrêté. Développé par un studio externe, il ne correspondait pas au niveau de qualité exigé par Blizzard, qui ne tenait pas à ternir son image. On les comprend. On peut aussi imaginer que le peu de succès rencontré par les jeux d'aventure ne fut pas étranger à cette décision. Nous voulions mettre l'accent sur les différences entre le mode solo et le mode multijoueur. Le mode solo est centré sur le scénario. Nous pensons que c'est quelque chose que nous pouvons apporter aux jeux de stratégie en temps réel. S'assurer que les joueurs ont une vraie implication émotionnelle avec ce qui se passe à l'écran. Et nous l'avons déjà fait avec StarCraft, pour lequel nous avons eu un retour très positif des gens. Ils étaient super contents d'avoir des unités, des personnages et une histoire auxquelles ils pouvaient s'attacher, et pas seulement influencer, mais vraiment expérimenté. Qui ose profaner cette terre ancienne? La forêt est vivante. Nous sommes attaqués. Que le combat commence. Et par quel biais impliquer les joueurs, si ce n'est en créant des personnages charismatiques auxquels ils peuvent s'identifier? Prenez Cerberus par exemple, le leader elfe, ou encore Thrall, le stratège orc. Tous deux participent grandement à l'intérêt du jeu. Lorsqu'on travaillait le design de Warcraft 3, on cherchait une alternative, quelque chose à apporter au jeu de stratégie. Et pour nous, il s'agissait d'intégrer des éléments RPG. On voulait vraiment infuser le jeu de stratégie avec certains des aspects qui rendent les jeux de rôle exceptionnellement fun. Vous verrez des choses dans Warcraft 3 comme le fait que les héros gagnent en expérience et peuvent mettre la main sur des objets qu'ils placeront dans leur inventaire. On a aussi de la vermine, ces monstres qui habitent le monde et que l'on peut combattre pour gagner d'expérience. Et aussi trouver des structures, des buildings et des endroits qui ne sont contrôlés par aucun des joueurs, mais font simplement partie de l'environnement. Et vous êtes récompensé pour avoir exploré et trouvé ces éléments de maintes façons. Nous
chassons une bête du nom de Cyrinox. Avec votre aide, ce monstre n'a pas une chance. Nous voulions nous assurer que le joueur ait toujours quelque chose à faire, s'il le souhaite, pendant le déroulement de la campagne. Pour nous, il s'agit des quêtes optionnelles. Il y a la quête principale, sur laquelle vous êtes concentré, qui s'intègre au scénario et à sa progression. Mais en plus de cela, et à nouveau c'est un élément très présent dans les RPG, il y a toujours d'autres petites choses à faire. Aider les habitants d'une ville où vous entendez parler d'une légende et vous partez l'examiner, et ce toujours durant le cours de l'histoire. Replions-nous vers les arbres! Boucher! Vous avez franchi cette porte, mais la seconde vous arrêtera. La porte intérieure de Silvermoon ne peut être ouverte que par une clé spéciale, et vous ne la posséderez jamais. Vous perdez votre temps, femme. Vous ne pouvez fuir l'inéluctable. Vous croyez que je m'enfuis devant vous? Vous n'avez apparemment jamais combattu d'elfes. Le mode solo et le mode multi présentent quelques différences et la plus grosse d'entre elles concerne le fonctionnement des héros. Les héros dans le mode solo sont persistants. On a décidé de limiter leur évolution de manière à ce qu'ils ne puissent dépasser tel niveau à tel point d'histoire. Nous voulions une progression logique qui suive le cours de l'histoire et accompagne le parcours de votre personnage dans la campagne solo. Nos guerriers engagent le mur. Dans le mode multijoueur, nous ne pouvions avoir de héros persistants, la différence ne se faisant plus sur les compétences des joueurs, mais sur qui aurait passé le plus de temps à faire évoluer son héros. Alors à chaque fois qu'on démarre une partie multi, on commence avec un héros niveau 1, avec Cud dans son inventaire et sans aucun pouvoir ou compétences. Et c'est durant la partie que l'on monte son personnage, ce qui donne lieu à de subtiles interactions entre les héros. C'est vraiment excellent, y compris en multi. Le processus pour créer la campagne solo et l'intégrer à la balance multijoueur est vraiment une question d'échange. Nous avons dû passer beaucoup de temps sur l'équilibre du jeu pour que le mode multi fonctionne, ainsi que sur l'interaction entre les unités, et pas seulement au sein d'une même race, mais entre les races. Détail vital, lier tout cela à la campagne solo est un processus à gérer en amont et en aval. Le mode multijoueur, vous savez, le plus important, c'est que les gens souhaitent une durée de vie, une rejouabilité à la fois forte et durable. Ils veulent savoir que pour des mois et des années encore, ils peuvent avoir différentes expériences, de nouvelles choses à faire, de nouvelles stratégies à apprendre. En faire une expérience à la fois profonde et riche était donc important, et en même temps, nous voulions donner aux joueurs de nombreux outils pour qu'ils se créent leur propre expérience multijoueur. Avec l'éditeur de monde que nous fournissons avec le jeu, nous savons que nous allons voir des centaines, des milliers de types de cartes, et que les gens vont pouvoir s'amuser encore longtemps. Je pense qu'avec l'éditeur de monde, nous espérons que les gens seront à même de créer tout ce qui leur passe par la tête. Ils peuvent tout faire depuis la création de leur propre campagne, raconter leur propre histoire dans l'univers Warcraft, créer des cartes multijoueurs très classiquement orientées RTS, jusqu'à des choses dépassant l'imagination. Vous avez un contrôle total sur la caméra pour créer des cinématiques temps réel. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'environnement dans le jeu. Vous pouvez même créer des types de jeux n'ayant rien à voir avec la stratégie temps réel. Je pense qu'on verra des gens créer des purs RPG. Un des gars au bureau a même créé un Monopoly. La musique et le son pour le jeu devaient être un élément clé de l'expérience du joueur. On a maintenu notre propre département son, nos propres musiciens, nous avons des studios dans nos locaux avec nos équipes de développement. Et ce sont des employés à plein temps et non des gens sous contrat qui interviennent à la fin des projets. Ils sont présents du début à la fin. Au moment où les unités sont désignées, par exemple, ils discutent avec les scénaristes, ils saisissent ce que tel personnage ou telle unité représente. Ainsi, lorsqu'on fait appel aux doubleurs, ça colle tout de suite. Lorsqu'on écrit des dialogues pour les unités du jeu, ils correspondent aux personnages, à leur aspect et à leur animation. On a toujours senti que tout en racontant des histoires, nous devions de récompenser les joueurs dans le même temps.
Et les séquences cinématiques dans nos jeux font partie de cette logique. Elles soutiennent le scénario, cassent le rythme effréné du jeu et constituent réellement une récompense. Lorsque nous avons réfléchi pour la première fois à l'utilisation des cinématiques, on a joué avec l'idée de travailler avec un studio externe, d'engager quelqu'un en interne pour s'en occuper. Mais comme tous les autres aspects du jeu, les voix off, le son, la musique, le game design, les graphismes, on s'est rendu compte qu'on ne serait satisfait qu'en s'en occupant en interne. On a donc accepté de dépenser temps et efforts sur la création de ce qu'on appelle le Blizzard Film Department. On a environ 20 artistes qui ne s'occupent que de la création des séquences cinématiques de nos jeux. Agir, Udal, Nutarus. Agir, Udas, Betalum. Belar Sumaris, Azaratha, Rakas. Belanora, Mordanos melar, il amor no falos cadar.